Bonjour et bienvenue sur cette première review de chapitre de The Elusive Samurai. Il y a déjà 76 chapitres sur Manga Plus à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc je ne vais pas tous les passer en revue, je ne le ferai qu'à partir du 77 ou 78, on verra bien, si j'ai les motivations déjà, et voilà, bref. Cependant, je voudrais revenir sur quelques chapitres marquants car il y aurait des choses à dire. Je vais commencer tout simplement par le premier, car il pose déjà les bases de l'intrigue, ainsi que les premiers personnages, dont bien évidemment le héros Tokiyuki. Pour commencer, je ne vais pas refaire un contexte historique, car je l'ai fait dans ma review générale de l'œuvre, donc si vous voulez avoir un contexte historique, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo, et ensuite revenir sur celle-ci. Et sans plus attendre, commençons par ce chapitre donc, que j'ai divisé en 3 petites parties. Comme dit dans le titre, la première partie c'est le plantage de décor, si je puis dire. On va nous introduire les personnages, la date, enfin, c'est vraiment un plantage de décor. Donc quand cela est fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous présente Ashikaga Takoji en 2 cases, aussi bien dessiné que plutôt classe. Hein, on voit bien que c'est le héros, hein. Il pourrait être le héros de l'œuvre, hein, mais tout aussi charismatique qu'il semble l'être, on nous dit qu'il ne sera pas le héros de cette histoire justement, tout en montrant un jeune garçon caché dans l'ombre, l'air un peu apuré qui fuit rapidement après avoir vu que Takoji l'ait remarqué. Non, je trouve l'intro, déjà il y a une petite originalité, c'est pas fou, mais j'aime bien cette exposition du personnage de Takoji, puis pour au final nous dire ah bah non c'est pas lui. Bon, si on a lu le résumé, on a regardé la couverture, c'est ce qu'on fait d'abord, on se doute bien que finalement c'est pas Takoji le héros de l'histoire. Mais bon, j'aime bien quand même cette petite précision un peu taquine, si je puis dire. Cela dit, quand on tourne la page, on remarque qu'en fait c'est l'un des fils du régent, donc ce n'est pas n'importe qui. Il a quand même un statut assez imposant. Tokiyuki nous est donc introduit comme un garçon qui semble bien élevé et plutôt impressionné par Takoji, malgré qu'il soit d'un statut bien plus élevé. Bon, en printemps, il est jeune, il a 8 ans, mais voilà, on montre quand même que le héros n'est pas sans peur et sans reproche. Ça c'est bien. C'est assez intéressant de voir qu'il semble que personne n'attend grand chose de lui, malgré, encore une fois, son statut d'héritier du régent, et il ne fait pas le figure face au héros qui est Takoji. Son seul talent semble être la fuite. D'ailleurs, c'est bien mis en scène dans les quelques cases où les gens parlent vraiment de Takoji comme le héros du shogunat, alors que bon, Tokiyuki, bon, au final, il est censé être le successeur, mais il fait pas grand chose pour le devenir. Donc ça, c'est bien une petite construction du personnage qui n'a pas vraiment l'air taillé pour devenir le héros de cette histoire, mais c'est alors que la narration nous tease justement que ce garçon timide et prompt à fuir ses obligations allait faire trembler le Japon. Donc déjà c'est étonnant, et c'est intriguant. C'est amusant aussi de lire que Matsui, l'auteur du manga, rajoute qu'il serait aussi dynamique qu'un héros de shonen, car en plus de sortir un peu de l'histoire, on a tout de même du mal à croire que ce personnage peut vraiment tenir le rôle d'un héros aussi dynamique qu'un Goku ou d'un Luffy. Alors, dans un sens, c'est bien, mais je trouve que le dynamisme, alors qu'on voit que le personnage n'a pas l'air si dynamique que ça, hein, il est plutôt décrit comme paresseux et fouillard. Donc voilà, ça c'est. Il y a des paradoxes qui se créent, c'est curieux. Et ça se confirme ensuite car on voit Tokiyuki avec une superbe vue de Kamakura. J'adore cette case qui est vraiment très jolie. Euh, qui confirme que bon, rien de tout ça ne l'intéresse. Le statut, l'argent, tout ça, lui ça l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est vivre dans sa ville natale tranquillement. Ensuite, assez brusquement, le prêtre Yorishige se présente d'une manière assez tonitruante, qui m'a aussi surpris que Tokiyuki sur cette page très loufoque. C'est là qu'on retrouve l'humour et la frénésie comique qu'on pouvait avoir régulièrement dans l'association de Classroom. Car vraiment, le gars il se présente presque nous, on a aussi peur que Tokiyuki qui fait une tête pas possible. Et, bon, je trouve ça assez marrant. Et ça plante déjà le caractère du personnage de Yorishige qui est loin d'être aussi effacé que Tokiyuki. Cependant, malgré les facéties de ce prêtre, Yorishige
nous confirme, après une divination aussi vague que loufoque, la destinée mystérieusement héroïque des Tokiyoki. Et c'est ça qui m'a fait rester dans l'histoire, qu'il y a véritablement un paradoxe entre ce qu'on sait des Tokiyoki pour l'instant et de l'avenir qu'on lui prédit. Franchement, les deux vont pas ensemble. Hein. Mais c'est ça le mystère de l'histoire qui nous fait vraiment rester. D'ailleurs, lui-même n'y croira pas et s'enfuira rapidement, n'ayant aucune foi en ses prédictions mystérieuses. Encore une fois, c'est l'occasion d'une case un peu humoristique parce que c'est Yorishige qui fait une tête pas possible parce que le gamin s'est enfoui sans même demander son reste. Ensuite, on retrouve le garçon jouant avec son demi-frère, qu'on introduit aussi du coup. Le gars n'est pas tout seul dans la succession. Qui lui aussi pense que Tokiyoki pourrait devenir un héros si les circonstances le permettaient. Parce que pour l'instant, le garçon, il a tout ce qu'il veut dans sa vie, donc il n'a pas vraiment besoin d'être un héros. Quoi. Mais on verra par après que les circonstances vont le pousser à le devenir. Ensuite, on va passer donc à la seconde partie que je voulais aborder, l'événement qui va démarrer l'histoire, ou en tout cas qui fera basculer le destin de Tokiyoki, qui est donc la rébellion contre le régent. Le manga plonge alors littéralement dans le drame et la violence. C'est assez fulgurant. Le sort des personnages qu'on a aperçus brièvement dans les premières pages est d'ailleurs très peu enviable. Et marqué malgré quelques détails gore, c'est assez stupéfiant de voir comment Yusei Matsui fait passer son récit d'un temps de paix à une révolution brutale et sanglante. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Et aussi brutal surtout. Parce qu'il y a quelques détails. Bon. Allez, on était dans un monde plutôt tranquille, avec un jeune garçon un peu paresseux qui, bon, il a un peu le cul de bordel de nouilles aussi, hein, parce que c'est comme l'héritier du shogunat. Et puis d'un coup, là, il n'y a plus rien qui va, quoi. C'est assez impressionnant, je trouve. Mais force est de constater que la mise en scène est parfaite. Surtout la quasi-double page avec Takoji devenu complètement psychopathe au milieu des flammes et des cadavres. C'est vraiment une des cases, encore une fois, qui m'a aussi surpris, parce que, en plus d'être vraiment bien dessiné, on saisit vraiment tout le drame de la scène et toute la trahison de ce vil Takoji. Franchement, ça te donne vraiment encore continue envie d'avancer l'histoire. Bon, la rébellion de Takoji est ensuite rapidement expliquée, avec encore une magnifique double page où on voit le bras de Takoji traverser les deux pages. Franchement, c'est impressionnant. Puis on retrouve une pleine page où Tokiyoki se retrouve face à son père sans vie, à côté de nombreux cadavres et une salle en feu. J'ai vraiment trouvé cette page impressionnante et assez dramatique. Voir ce pauvre garçon contempler la disparition de tout son clan, c'est tout de même quelque chose. Alors que bon, ces personnages qu'on a vus brièvement étaient tous en vie il y a 5 minutes, on a trouvé une page, ça y est, ils sont tous morts. Heureusement pour lui, le prêtre Yorishige apparaît au loin dans les flammes pour l'aider à fuir Kamakura, à la demande de son père qui, s'il n'avait plus toute sa tête, l'avait encore assez pour penser à l'avenir de son fils. Ensuite, c'est ici que je vais parler de la troisième partie de cette review, qui est donc la fuite de Tokiyoki avec Yorishige et sa suite. Dans cette dernière partie du chapitre, Yorishige emmène Tokiyoki et sa suite dans une colline près de Kamakura, à l'écart de toute l'agitation qui agite, c'est le cas de le dire, la ville en flammes. Apparemment, Yorishige a l'air très préparé et il admet lui-même qu'il avait pressenti ces funestes événements. Cependant, Tokiyoki semble très affecté, voire totalement abattu, et demande à ce qu'on le laisse mourir avec les siens, malgré la tentative de Yorishige de le réconforter. On peut comprendre le pauvre garçon, il vient de voir tous ses proches mourir, c'est quand même pas très agréable, on est d'accord. Yusei Matsui arrive d'ailleurs à placer un peu d'humour dans ce moment tragique, pour un peu détendre l'atmosphère, et c'est tout aussi efficace que bien dosé, on revient vite à la réalité. Et généralement les traits d'humour viennent de Yorishige parce que, bon, malgré sa qualité de prêtre, et apparemment de divinité, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est comme lui qui généralement fait les traits d'humour, un peu boîte de fuck. D'ailleurs, voir Yorishige se faire traiter d'escroc de chaman, et que sa fille confirme en plus,
C'est assez amusant, et mais ça ne prend que 2 cases, ça c'est bien. Ensuite, quand Tokiyuki s'entête à vouloir qu'on le laisse mourir, on s'attend à ce que Yorishige lui fasse un speech digne des plus grands shonen. C'est un truc sur le pouvoir de l'amitié, ou le pouvoir de, je sais pas moi, n'importe quoi, pour ragaillardir le pauvre garçon. Mais non, ce fou fait tout le contraire et pousse Tokiyuki du haut de la falaise où il se trouve pour que le garçon se retrouve nez à nez avec des samouraïs rebelles. Bien sûr, le prêtre crie bien fort que c'est le fiche Hojo pour encore plus mettre Tokiyuki en danger. Le gars, il a pété un câble, on a l'impression. Et c'est alors que Pusei Matsui nous gratifie d'une splendide double page où l'on voit Tokiyuki éviter tous les soldats avec une telle agilité, rapidité et puissance qu'on ne peut qu'être impressionné. Alors, on voit bien aux yeux de Tokiyuki qu'il semble comme en transe pour se sortir de ce mauvais pas, et c'est donc peut-être cette capacité de fuite assez impressionnante qui fera de lui un héros. Car la différence entre le Tokiyuki calme, tranquille, et plutôt effacé, qui, bon, prêt à abandonner et à se laisser mourir, et le Tokiyuki qu'on voit alors sur cette double page, qui, bon, évite absolument tous les soldats d'une manière assez impressionnante, et qui du coup ne veut absolument pas mourir, c'est aussi surprenant que intéressant. D'ailleurs, c'est ce que dira Yorishige ensuite, et l'on comprendra que sa volonté de mettre Tokiyuki en danger était là pour lui prouver qu'en fait, il ne souhaitait pas mourir et qu'il avait un instinct de survie assez monstrueux. Cela permet à Tokiyuki de se ressaisir, et l'on voit au travers d'une grande case assez émouvante et fortement bien dessinée qu'il est prêt à accepter l'aide de Yorishige pour reprendre le pouvoir qu'on lui a volé. C'est donc comme ça que se lance véritablement l'histoire et se termine le chapitre. Et pour un premier chapitre, c'était sacrément chargé en événements. Pour ma part, ça m'a happé tout de suite. J'étais vraiment curieux de savoir comment Yusei Matsui allait développer cette capacité hors norme qu'a Tokiyuki pour la fuite, dans une ère de chaos où la force prime sur toute autre caractéristique. Vraiment, pour un premier chapitre, ça m'a donné envie de continuer, et c'est ce que j'ai fait bien sûr. Car les personnages ont l'air intéressants, il y a un peu d'humour, c'est toujours plaisant, c'est toujours le même humour efficace, je trouve, d'Assassin's Classroom, et l'intrigue semble assez mystérieuse, en plus empreinte d'histoire du Japon, qui est toujours intéressante. Donc voilà, pour moi, ce premier chapitre était vraiment intéressant, intense. Bon, je m'attends peut-être pas que sur la suite ce soit aussi intense, parce que forcément c'est l'introduction, après ça peut se calmer après. Mais ça, on verra dans le review des chapitres 2 et 3 que je ferai aussi, parce que je trouve que ça forme un tout avec le premier chapitre, donc ce serait dommage de ne pas le couvrir. Bon, après, j'irai un peu plus loin, je prendrai peut-être un chapitre au hasard, ou un ensemble de chapitres, ça dépendra un peu, si, comme ici avec le chapitre 1, 2 et 3, ils sont liés et que c'est vraiment important de les mettre ensemble. Donc voilà, je vais conclure cette review ici, même s'il est peut-être un peu longue, mais bon, je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire sur cette première introduction. Donc voilà, si vous m'avez écouté jusque-là, ben c'est cool, merci à vous, et à la prochaine pour le review du chapitre 2. Au revoir.